C'est le meilleur cover band ever. Pour moi. Led Greta Van Zepp. Fleet? Non, Led Zepp. Ah, Led Zepp, c'est là, oui, ok. Genre, c'est un cover band. De tunes volées. Ouais. Ouais, c'est ça. Yes! C'est un cover band de band qu'on connaît pas. Ouais, c'est Dans le ça. fond. Un cover band de tunes volées, c'est parfait. C'est dread cassé, man. Ben oui, c'est quand même réussi souvent. Hey, salut! Là, je vais essayer de bien prononcer ton nom. Vas-y. Jorge. 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 Y a-tu un... C'est fucking dur à dire, mais c'est la phonétique. Tu deux H? Non, c'est... La façon de prononcer, jota, mettons. c'est comme... C'est pas un H, parce qu'un H, c'est ho. Puis Ok. la jota, c'est... Mais le J Comme un et chat. le G, c'est... Ouais, exact. Ok. Non, c'est comme un chat qui hisse, genre. OK. Jorge. Ouais, Jorge. Jorge. Ça s'en vient. Ok. Là, il y a un shit de plus, c'est le R qui est roulé. Quand t'es en français, tu fais ton R avec le palais. Rrr. Le palais, Ouais, tu frottes contre le palais. Puis quand tu le fais en espagnol, c'est rrr. Tu fais vibrer la langue. Ouais, Jorge. Jorge. Ça s'en vient. Jorge. Appelle-moi Georges, bro. Georges, salut! Salut. Georges Mateluna. Ouais. Bienvenue au podcast La ruée vers l'or. Thanks, man. On est ici pour parler de toi. Je le dis, je t'ai connu sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, puis j'ai trouvé que ton contenu était intéressant, pertinent. Merci. Puis je me suis dit clairement que tu en connais assez sur la musique. Là, après ça, je l'ai découvert sur la littérature aussi pour qu'on puisse discuter J'étais un peu un ensemble. nerd. Ouais, ben, regarde, c'est bien correct. J'aime ça. Bien correct. Moi, je fais de la programmation puis de l'électronique aussi. Fait que Ouais. genre, nerd et geek, Yo, on s'entend bien. Vive là, les tu sais. nerds, man. Puis les Absolument. geeks. Puis là, je me suis dit, man, il me semble que ça serait cool de discuter avec toi. Puis après ça, bon, je suis allé écouter ta musique aussi. Fait que t'es auteur, compositeur, interprète. Yep. T'as un passé en littérature aussi. Yep. Fait qu'on va discuter de toi, de ton passé, de tes influences, de comment l'art est rentré dans ta vie. Fait que je suis quand même curieux. On va commencer par ça. Tu viens d'où? Puis aussi, j'aime quand même savoir, en tant qu'individu, d'où est-ce que tu viens parce que ça forge quand même le caractère de quelqu'un ou les quoi? soit les caractères de quelqu'un ou ses intentions dans la vie, dans son penchant artistique, Ok. dans son processus aussi. Ouais, moi, je suis né à Montréal, à l'hôpital juif de Montréal. J'ai grandi dans Hochelaga Maisonneuve. Mais mes parents, eux, ce sont des Chiliens qui ont quitté le Chili. Mon père est un réfugié politique. Ma mère Ok. a suivi parce que dans les années où ils ont quitté, le fascisme, c'était très en vogue OK, au Chili. ouais. Puis il y a des gens qui se sont fait mettre en prison, d'autres qui se sont fait assassiner. Mon père était parmi ceux qui allaient se faire assassiner, donc il est parti. OK. Il a amené ma mère et s'en est suivi tout le reste de ma famille, du côté de ma mère et de mon père. Et éventuellement, mes parents ont broke up parce que le divorce est accessible ici. Alors qu'il l'était Amérique du pas. Nord. Il l'était pas en Amérique du C'était Sud. moins commun à l'époque, disons. Fait que Ouais, ma ouais. mère est partie. On vivait à la prairie. Brièvement, j'ai connu la vie de banlieue, mais à Ok. 4 ans, à peu près 4-5 ans, j'ai emménagé dans Hochelaga. OK. Puis j'ai grandi dans Hochelaga toute ma vie. De 0 à 4 ans, t'étais... À la prairie. Ouais, Ouais, ok, à la ok, prairie. ok. Je me rappelle du chemin de fer proche de chez nous. Mais comme c'est à peu près ça. Ok. J'ai pas connu comme la banlieue tant que ça. Tu sais. Je suis vraiment un petit gars de la ville. Là. Puis là, tu m'en parlais un petit peu. Grandir avec ce nom-là dans Hochelaga. Dude. dans les années 90, là, il n'y avait pas encore de latte au lait Ouais, d'amande. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Ça existait En pas. effet. C'était rough, man. Tu veux-tu que je t'apporte ton café? Ah ouais, s'il te Ok. plaît. Quand on parle du loup. Ah, t'es fin, merci. Avec plaisir. Moi, j'aime ça, raw aussi. Yeah. Le podcast, là. Fait que pas besoin de couper. Cool. Puis souvent, je pense que les influences artistiques peuvent venir jeunes. Toi, ça a été quoi ton premier contact avec l'art? Le dessin. OK. J'étais très, très focus sur le dessin jusqu'à à peu près mes 17 ans. C'était ma principale forme d'expression. Puis, je sais pas, la musique a commencé à prendre plus de place à un moment donné parce que c'était plus cool, j'imagine. Je trouvais ça nice de dire je jouais de la guitare. Ouais, OK. Ouais. Puis, le dessin a pris le bord tranquillement de façon vraiment définitive quand j'ai commencé à écrire des chansons. J'en fais encore une fois de temps en temps, mais c'est surtout comme je griffonne, tu sais. Ouais, Je faisais ok. beaucoup de portraits au début, du concret. J'ai fait des mangas, comme tout bon adolescent qui se respecte. Ouais.
Puis, c'est ça. J'ai commencé à jouer de la guitare à 17 ans, puis j'ai commencé à en jouer sérieusement à 18. OK. Avec des cours ou par J'ai eu toi-même? 3 cours avec un monsieur qui s'appelle Chris. C'était genre le guitariste le plus rapide du Québec pendant un temps, apparemment. Ah, ouais. Ouais, OK. il jouait du blues. Il shreddait du blues, man. Puis je le trouvais un petit peu condescendant. Mais comme, il m'a vraiment appris les bases, genre les accords, la gamme de do, le riff de la bamba aussi. OK. OK. Maintenant que j'y pense, je me demande pourquoi il m'a appris ça à moi. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. J'ai pas eu une bonne relation avec, fait que j'ai arrêté les cours. Mais j'ai gardé cette base-là qui m'a enseigné, puis j'ai progressé à partir de là. OK. Après, j'ai pris des cours ici et là. Encore 3 cours quand j'avais à peu près 18, puis un autre 3 cours quand j'ai eu 19. Puis après, je suis retourné étudier la musique à 30 ans. Ah oui? OK. Ouais, après avoir joué de la musique vraiment de façon steady pendant 10 ans. Là. Wow. Ouais, OK. fait que j'ai été l'étudier pour vraiment la comprendre puis la maîtriser à 30 ans. OK. Puis c'était quoi, même avec le dessin, là, c'était quoi que tu libérais par l'art? Libérais parce que souvent, tu sais, que ce soit un jet d'écriture, tu sais, ça vient souvent de quelque chose d'intentionnel ou même d'inconscient. Là. Je pense que j'étais un accent. Je pense que j'étais un enfant très... C'est drôle à lapsus, ça. Un enfant très anxieux. OK. Puis c'était une façon pour moi de m'évader puis de me mettre à l'abri, le dessin. Tu sais, c'est super introspectif, tu te replies sur toi-même, tu dessines, puis on dirait que dans ce monde-là, j'étais en sécurité. Là. OK. Fait que je dessinais beaucoup. J'étais tout le temps tout seul quand j'étais kid. Je jouais pas avec les autres enfants. T'étais introverti dans le fond? Ouais, I vraiment. guess? Ou, OK. Très introverti puis très comme sensible. OK. Fait que je me faisais souvent comme beaucoup de peine en socialisant. Parce que les enfants, c'est cruel, man. Ouais. Surtout dans Hochelaga les années 90, bro. Avec un enfant qui s'appelle Jorge. Ouais. Ah, c'était rough. Mais comme, c'est ça, le dessin, ça a été un refuge très rapidement. Puis je crois que la chanson, ça a été comme la prolongation de ça. C'est beaucoup comme... C'est l'introspection qui m'a attiré là-dedans. Puis le repli, l'espèce d'abri que ça me donnait du monde, genre. Je suis quand même curieux parce que tu parles justement d'un repli puis d'un abri. Fait que t'étais-tu réellement introverti ou il y avait juste une difficulté à être comme l'extraverti que t'aurais pu être? Comme, tu comprends-tu le sens de ma question? Ouais, mais je pense que c'est un mélange des deux, en fait. OK. C'est comme... Forcément, j'ai un côté extraverti aussi parce que ça paraît quand je performe, là, ou... Tu sais, quand je fais... J'aime faire des blagues, j'aime faire rire les gens. J'aime ça socialiser, mais le truc, c'est que ça me draine. Ça me prend énormément d'énergie. Puis on dirait que c'est comme une façon pour moi de me ressourcer quand je me replie comme ça. OK, ouais. Puis j'en sors avec quelque chose de positif au final. Fait que quand je vis des émotions très fortes, très négatives, c'est une façon de le prendre, de le transformer, puis de faire comme du beau avec du lait, tu sais. Oui. Définitivement. Puis je pense que ça s'entend Merci. Dans la plupart de tes chansons. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi partager justement ces introspections-là. C'est pas les dessins que tu partages, c'est clairement la musique. À quel moment c'est comme rentrer dans ta tête ou dans ton identité de dire ce que je compose dans le fond, parce que je le sens vraiment que c'est quand même pour toi que tu le fais avant de le faire pour les autres. À quel moment tu t'es dit, je pourrais... le partager, ça serait soit important pour moi ou bénéfique pour les autres? C'est drôle parce que je me rappelle pas d'un moment particulier où j'ai adressé cette chose-là. C'est juste que dans ma tête, c'est indissociable. Quand t'écris quelque chose comme de sonore, ou que tu crées de l'art, j'ai l'impression qu'une partie de son existence, elle est aussi dans le regard d'autrui puis dans l'écoute d'autrui. Si elle existe que pour moi, c'est un peu comme... Je sais pas, j'ai jamais eu ce rapport-là. Pour moi, c'est allé naturellement de faire entendre mes affaires aux autres. OK. Ouais, okay. Vraiment, je me suis pas posé la question, genre, longtemps. J'ai fait une toune, je vais la jouer. Je vais m'inscrire dans les festivals, je vais faire un show. OK, wow. Puis je déteste, man. J'ai fait beaucoup d'anxiété sociale dans ma vie, puis fait que je déteste aller sur scène. Ah ouais? Ouais, man. Okay. Ça me rend fucking anxieux, là. Parce que tu le disais même, ça peut paraître que t'as un côté extraverti quand tu performes. Ouais. Fait que là, je trouve ça drôle de t'entendre dire ça. Ça me demande de l'énergie, man. Mais t'aimes ça? Ou... J'aime qu'on m'entende ce que je fais, puis j'aime ça faire passer un bon moment aux gens. Okay. Mais ça me demande beaucoup. Puis je viens tout juste, à 38 ans, commencer à avoir du plaisir sur scène. OK. J'en ai fait longtemps de la scène, mais genre avoir du plaisir, du fun, puis comme vraiment
Tu sais, comme quand tu entends des artistes en parler, souvent, c'est comme, moi, la scène, je me sens chez moi. Moi, je me sentais comme un invité beaucoup sur scène. Ok. Puis là, je viens de commencer à me l'approprier plus. Là. Wow, OK. Et C'est tu sais quoi qui a fait le déclic? le cours de performance de chant classique avec Monsieur Panton. Ouais. OK. Ouais. Il m'a dit à un moment donné, comme, tu sais, la musique, on fait ça parce qu'on aime ça. Fait qu'il faut que ça paraisse quand t'es sur scène. Fait que tu t'es forcé à ce que ça puisse paraître que t'aimes ça. Non, Ou ça a décliqué vraiment un ouais, truc. ça a décliqué. Comme j'ai fait, ben c'est vrai, tu sais. Pourquoi je suis pas comme mécanicien? Ouais, OK. C'est parce que j'aime la musique que je suis là, puis c'est parce que j'aime la musique que j'ai envie d'en chanter puis de la partager comme ça. Fait que il faut que je profite de chaque moment que j'ai quand j'en joue. Ouais, qu'il y ait du public ou pas, genre. Je comprends. Fait que tout seul dans ton salon. Là. Ouais, ben j'ai du plaisir, ouais. J'ai du plaisir, man. Comme je trippe. En fait, la plupart du temps, je trippe plus quand je suis tout seul dans mon salon à chanter mes trucs. Ouais, moins de pression. Ouais, mais comme moi, je suis mon meilleur public, man. Je suis mon plus sévère, mais aussi le plus appréciatif, je crois. Ouais, ben, c'est le fun. Ça veut dire que t'aimes ce que tu fais. Ben forcément, ouais. J'ai écouté tes textes. En fait, j'ai écouté tes musiques aussi. En fait, j'ai écouté tes 2 projets. Non! On en parle. Oh non! Parce que là, on l'a pas mentionné, mais ton projet, je vais dire Georges pour l'instant, puis si ça se voit, c'est bien correct. Mais je t'ai dit, un jour, je vais... Fun fact, la phonétique espagnole a ces 2 lettres-là qui sont étrangères à la phonétique francophone, qui sont la J et le R. Fait que c'est les 2 éléments phonétiques dans mon nom qui sont pas connus par les gens qui parlent que français ou anglais. Ou juste comme les langues occidentales en général. Ça, c'est des phonétiques arabes. Et c'est ton nom au complet. C'est mon fucking nom, man! C'est terrible! C'est pas une partie de ton nom, là. Non, C'est man, juste ça. c'est pour ça que c'est dur, c'est normal. Fait que, genre, t'es fin. Ben oui, je suis compréhensif. Donc, Georges, on est sur... En fait, ton identité d'artiste passe beaucoup, présentement, je pense, par ton projet Tu la Lune. Ouais. Avant ça, t'avais un projet plus métal, si on peut dire, hard rock metal. Ouais. Qui était Mateluna, ouais. Donc ton nom de famille. Ouais. On va parler des 2 parce que je trouve, ça me tente de parler du switch. Est-ce qu'il y a une différence entre dans les textes ou dans les intentions que tu avais? Absolument. Oui? Ouais. Puis comment est-ce que ça se manifeste, en fait? Comment est-ce que tu parles de ton projet Tu la Lune quand tu le présentes? Puis on va revenir en arrière pour voir un peu les différences. J'ai jamais vraiment présenté mon projet d'une façon... Tu sais, j'ai déjà utilisé des termes comme Latin pop avec des influences éclectiques, whatever. Mais je dirais juste que c'est mon journal intime, man. OK. Tu la Lune, c'est mon journal intime. Ouais. C'est là que j'écris ce que je ressens par rapport à des événements dans ma vie ou par rapport à mon passé ou... mes anxiétés futures ou mes prises de position, même politiques dernièrement. Tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment comme... C'est là que je me situe d'une façon très, très personnelle. Genre. C'est très intime. Mm-hmm. Alors que Mateluna, ça l'était moins. En fait, Mateluna, même au niveau textuel, j'ai fait exprès, dans toutes les chansons de Mateluna, je n'utilise jamais le « je ». Parce que je ne voulais pas que les gens aient accès à mon intériorité. Fait que même si c'était une histoire autre, mais... Ouais. Parler au jeu. Là. C'était comme dans mon processus, c'était quelque chose de très philosophique puis intellectuel. Puis j'étais pédant, mon gars. Pédant? C'est un mot que j'apprends, ça. Pédant, ça veut dire prétentieux et condescendant, en gros. OK. Pédant, mais d'une façon intellectuelle. OK. Tu sais? Fait que c'est quelqu'un qui a pas cette culture-là ou ces connaissances-là que toi, tu jugerais devoir être de base, mettons. Pas nécessairement par rapport aux autres, mais pédant dans la façon que j'exprimais mes choses, c'était hyper intellectualisé puis super comme... Il fallait faire de l'analyse pour comprendre mes textes. Ouais. Il fallait... Puis comme de fait, j'étais en littérature à l'époque, j'étais à fond dans l'analyse littéraire, dans l'écriture littéraire aussi parce que je produisais énormément. J'ai écrit un roman dans cette période-là. OK. Ouais, disponible quelque part? Non. Non. Un jour? Peut-être. Il faut que je le réécrive parce que ça mérite de la réécriture. OK. Mais je dirais que Mateluna, c'était quelque chose de beaucoup plus littéraire et de beaucoup plus comme intellectualisé, genre, que Tu la Lune. Ouais, Déjà, je ne parlais jamais en joual dans Mateluna. OK. Puis je pense que ça aussi, ça crée une distance par rapport à mon intériorité parce que dans Tu la Lune, je m'exprime comme je parle en ce moment.
Alors que dans Maté-Luna, j'utilisais un français beaucoup plus théâtral. Puis j'avais un personnage sur scène aussi, un espèce de nihiliste psychotique qui prônait un peu le non-sens de l'existence, puis des valeurs vraiment autodestructives et sombres. Ça allait pas dans ma tête, man. Je veux dire, j'ai encore des moments où je struggle, mais genre, à cette époque-là, ça allait pas, puis j'avais pas envie d'aller mieux. Ouais, je comprends. Ouais. Tu jouais peut-être un peu à l'artiste auto-torturé ou l'artiste... c'est tellement cringe. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens, en fait, qui disent Thank you for the tragedy, I need it for my heart, là, tu sais. Oui, mais je dirais que comme j'ai entendu plus ça, ou des reformulations de ça avec Tu la Lune, parce que le côté accessible de mes textes, puis l'intimité que j'y présente et la vulnérabilité à laquelle je m'expose, tu sais, ouais. Elle est plus relatable, genre. Elle est plus comme... Ça crée des liens avec le public qui n'étaient pas présents quand je me cachais de mes émotions. Puis comme forcément, il y avait... Non seulement je cachais mes émotions au public puis aux auditeurs quand j'étais dans Maté-Luna, mais je me les cachais à moi-même aussi. Je m'avouais pas que j'étais insensible. Je préférais dire que je m'en foutais, que tout était futile, que la vie était un non-sens, et etc., juste pour justifier le fait que je faisais de la coke dans les toilettes du bistrot de Paris. OK. Je suis un nihiliste! Puis là, il se pense, là... Ah, je me trouvais... Ah, shit! Ouais, c'est ça. Roi du monde, le roi de la compréhension humaine. Je me fesserais dans la gorge, man. J'étais insupportable. Puis aujourd'hui, bon, de ce que je comprends, ta musique, même envers toi-même, sert d'un pont communicationnel, dans le fond. Ouais, j'ai réalisé, au moment de Tu la Lune, en fait, la première chanson de Tu la Lune, je l'ai faite sur un coup de tête en 3 heures. Je l'ai sortie comme telle, genre. Ça devait parler de mon chien. Ça s'appelle Que dalle. Je sais pas si tu l'as écouté. Je les ai un peu tout écoutés back-à-back, fait que j'avoue que j'ai pas tout mémorisé. La première, c'est un loop de 4 accords de 1 minute 30 avec un texte qui parle en gros de ma dépression. Okay. Mais comme ça faisait 2 ans que j'avais arrêté Maté-Luna, je faisais plus de chansons, j'écrivais plus de chansons. En fait, je faisais juste de l'instrumental, puis j'étais tombé un peu dans le lo-fi. Ouais. J'étais obsédé par le lo-fi. Fait que j'avais un peu cette esthétique-là au niveau du son. C'était pas raffiné, c'était pas comme super mixé. C'était vraiment raw. Puis j'ai sorti la chanson sur un coup de tête en me disant, au pire, on s'en fout que je fasse attention ou pas, il va y avoir 4 personnes qui vont l'écouter. Il y a eu, mettons, 7 personnes qui l'ont écouté. Mais sur ces 7 personnes-là, il y a des gens qui sont venus me voir direct le lendemain pour me dire « Hey, ta chanson me parle ». Ce qui arrivait très, très peu souvent avec Maté-Luna. En fait, c'était jamais arrivé que des gens me communiquent ce lien-là qu'ils ont ressenti vis-à-vis le produit que je leur servais. Parce que justement, je me coupais de mon intériorité, je les coupais de comme savoir qu'est-ce qui se passait dans ma tête puis mon cœur. Fait que forcément, comment tu veux parler à quelqu'un si t'es pas en train de t'exposer un peu, surtout en art. C'est là que j'ai compris que depuis le début, ma démarche artistique, ça a toujours été une volonté de me faire comprendre et de parler avec les gens parce que j'aime les gens. J'aime parler aux gens, j'aime apprendre à connaître les gens. Puis c'était la première fois que je l'admettais parce que, je sais pas, peut-être que l'âge a kick in ou une force. Tu sais, j'avais fait de la thérapie depuis, tu sais, j'avais fait du travail sur moi, puis je pense que ça a commencé à apparaître au moment où je me suis ouvert puis exposé de cette façon-là. Oui, je comprends. Mais tu le disais aussi plus tôt, comme t'étais pas prêt peut-être à aller mieux pour toi-même non plus, tu sais. Non, man, j'avais besoin de me... Quand t'as les deux, tu sais, on dit aime-toi et... ben, tu sais, il faut s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre avant de pouvoir entrer en relation. C'est sûr que c'était à un moment où... Je pense qu'artistiquement, c'est un peu ça aussi. Tu sais, il faut, je sais pas, que tu t'aimes au point où tu acceptes que ce sera pas parfait. Ouais. Tu sais, puis que tu t'acceptes tel que t'es artistiquement à ce moment-là, sans vouloir comme atteindre ce seuil de perfection-là que j'ai toujours cherché avec Maté-Luna. Genre, je sortais tout le temps de scène fâché, insatisfait. Et à chaque fois que je préparais une chanson, je n'étais jamais content je voulais prendre une autre avenue. Je voulais... je veux que ça sonne comme ci, que ça sonne comme ça. Je veux que ma voix sonne comme ci, comme ça. Tellement que j'en oubliais de comme m'apprécier comme comment j'étais à ce moment-là précis où j'avais écrit la chanson. C'est pour ça que dans mon processus actuel, on me voit souvent sur les réseaux avec les premières drafts de chansons que je fais. Genre. Aussitôt je l'ai dans la tête, aussitôt je la sors, je prends ma guitare, mon téléphone, je me filme, puis je vais regarder. Ça, c'est moi. C'est ce que je ressens. Peut-être que dans 3 mois, ça va être une chanson. Peut-être que je vais la laisser morte, genre, enterrée, quelque part, derrière ma cour. Puis à quel point, à quel point c'est les commentaires des autres qui te propulsent à en faire
de quoi? Tu sais, mettons une chanson que finalement, il n'y a aucune réponse sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui dit oui, fais-la. Y a-tu des chances que tu la complètes quand même? Je dirais oui, parce que l'important, c'est toujours... Si moi, je vibe sur ma chanson, je vais la faire. Même si tout le monde me dit genre que c'est poche. OK. Je suis mon premier auditeur, puis je suis mon premier juge. Mais comme c'est sûr... Je suis déjà tombé dans le piège de faire des chansons pour plaire aux autres. Tu sais, comme j'ai fait une chanson virale à un moment donné qui parlait des gens sur TikTok qui s'appelle Donner des cadeaux. OK. Puis celle-là, je ne tentais pas de la faire. Mais je l'ai fait parce qu'elle avait buzzé sur les réseaux. Puis les gens la trouvaient drôle, puis sympa. Mais comme je me suis trouvé à jouer quelque chose, puis à me le faire demander souvent, quelque chose que j'aimais pas. OK. Que j'aimais moins, en tout cas. Puis là, comme je me suis rendu compte de la valeur de comme mon propre jugement, puis de comment je ne dois pas nécessairement... C'est pas nécessairement ne pas considérer les besoins du public, c'est juste savoir où est ma limite à moi. Genre. Est-ce que je vais faire quelque chose parce que je vais être pogné pour la jouer après, là? T'sais? Je vais être pogné avec cette chanson-là parce qu'elle fait partie de mon projet, puis on va me la demander. Maintenant, je gaslight un peu le public quand il me demande de donner des cadeaux, je connais pas. Je suis désolé, j'ai jamais joué. Ça s'est retrouvé là par accident, ouais. C'est même pas moi qui l'ai fait. C'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est un AI. Ah ouais, c'est ça. L'AI. On n'y reviendra pas, on en parlait avant de commencer, mais on ferait juste ruminer, là. Ouais. OK, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des fois que tu t'es dit, bon, je veux exprimer quelque chose, mais je me censure parce que c'est trop trash, parce que c'est trop... Non, tout est là. Ouais. Comme tu disais, c'était ton journal. Ouais, puis comme je te dis, à un moment donné, j'ai accepté que ça allait jamais jouer dans les grandes radios. Là. Je fais jamais. En fait, c'est con parce que Matéluna, je m'étais dit, je vais faire un projet anti-commercial. Dans un sens, ça a été un franc succès parce que ça n'a jamais joué nulle part. Ouais. C'est des chansons qui étaient ou bien trop longues ou bien trop courtes, avec du vocabulaire vraiment harsh, des propos vraiment harsh. Puis genre, comme de fait, c'était complètement anti-pop. Fait que ça n'a jamais levé sur des grandes radios. Puis comme, je pense qu'il y avait une volonté très punk de ma part qui était de confronter puis de faire quelque chose à contre-courant. Puis c'est resté, ce côté-là est resté, ce côté punk de genre, je m'en fous, genre, que ça dérange. L'important, c'est que, en autant que ce soit fait comme dans une démarche artistique et qu'il y ait un fond pour justifier la forme, oui. Ça se fait parce que tu peux pas être trash pour être trash, ça donne des affaires vraiment poches puis qui vieillissent mal, je trouve. OK, ouais. OK. À quel point, mettons, quand t'écris une tune, c'est juste cru, ça sort de toi direct, ou que tu peaufines, ou que tu recherches des mots pour aller mettre soit des fioritures ou des... ça dépend. Comme, le travail, il entre où pour toi dans cette création-là? Ça dépend tellement des chansons. Il y a des chansons comme que j'ai littéralement genre vomi sur le papier, genre comme la chanson Maman, par exemple. Cette chanson, je l'ai écrite, je l'ai jouée, je l'ai montrée tout de suite, genre Aziz. Je pense que sur la version qu'on voit sur les réseaux, la première, les accords étaient même pas finales parce que j'ai improvisé une partie des accords sur le coup. OK. Et c'est resté comme sensiblement la même chose. J'ai peaufiné un peu, mais la chanson était tellement complète en soi quand je l'ai exprimée. Ça, c'est magique quand ça arrive. C'est comme si c'était traversé par, je sais pas, je veux pas appeler ça Dieu, genre, mais l'univers qui te traverse et qui se sert de ton corps et de ton vécu pour exulter, comme expulser quelque chose à travers toi. Tes mouvements sont plus les tiens. C'est le crayon qui bouge tout seul. Je veux pas avoir l'air comme de mystique, mais genre, c'est un peu ça. Je suis comme en mode manique, là. J'écris comme si ma vie en dépendait. Puis je me rappelle souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que j'entends une phrase avec une mélodie dans ma tête où je fais juste la déblatérer, ça sort tout seul, puis là, je fais oh. C'est comme, je me dépêche vite de prendre ma guitare ou un bout de papier ou quelque chose pour le noter parce que c'est comme des ondes radio que tu perçois. Genre. Oui, je comprends. Puis il y a d'autres fois où mon processus créatif est beaucoup plus technique. Tu sais, je vais prendre une progression d'accords avec un rythme de phrase. Je sais pas, je niaise avec ça, mais c'est comme, je sais ce que je fais, puis là, après, je m'arrange pour faire fitter quelque chose là-dedans. Ou j'ai des textes qui traînent. Et là, comme je mets un vieux texte sur une progression d'accords cool, puis là, ça peut donner quelque chose. Fait qu'il y a tellement de façons d'aborder la chose que j'ai jamais vraiment de panne créative. Ouais, OK. Parce que quand je suis pas en train de créer, genre, pour comme ma santé mentale puis juste survivre à l'univers, pour exulter comme
un sentiment trop fort pour être vécu juste intérieurement. Je suis en train de créer pour le plaisir de créer parce que j'adore créer. C'est mon dada. Ouais. Cool. Nice. Tu parles justement de, tu sais que tu joueras pas à la radio, tu sais que tu te forceras pas non plus pour que ça arrive, du moins pas jusqu'à présent. T'as fait une capsule sur les réseaux sociaux parce que là, on parle de musique, on parle de toi aussi en tant qu'individu. T'as commencé à avoir des capsules très front cam, là, fait que tu parlais à la caméra d'un sujet quelconque. T'as parlé d'angine de poitrine, bien entendu, il fallait le faire. Ah oui. Et bon, comment faire un succès radio au Québec. Là, après ça, t'as plusieurs autres capsules qui sont approchées avec beaucoup d'ironie, un genre de... Je pense pas que c'est une amertume que t'as envers l'industrie, mais... Je suis taquin. T'es taquin. T'es très, très, très taquin, là, justement. Là. Comme si t'es pas dans le jugement de la chose, mais... Un petit peu pareil. Tu le juges. Non, mais dans le sens que ton but, c'est pas de... Je pense pas que ton but, c'est de monter les gens contre quelque chose, mais... On sent ton feeling derrière aussi. C'est pas, tu sais, c'est facile de penser que c'est de l'amertume, puis je comprendrais les gens qui associeraient ça à ça, parce qu'on associe souvent la critique à l'amertume, genre. Mais je pense que il y a des formules qui méritent d'être mentionnées, et moi, je trouve ça drôle de décoder ça. Moi, ça me fait rire. Okay? Quand j'ai fait de la vidéo sur le rock de région, ça me faisait rire, moi. Je voyais ça comme quelque chose de rigolo, fait que je l'ai partagé dans ce sens-là, un peu comme... De la même façon qu'Angine de poitrine, j'ai trouvé ça rigolo que ça fasse réagir aussi fortement. Ben oui. Parce que c'est de la musique, d'autres. Je veux dire, ils ont rien inventé, là. C'est comme le microtonal ou les temps irréguliers, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, là. C'est juste de comprendre, d'exposer pourquoi. C'est des choses qui sont comme perçues comme étant dérangeantes. Ça me paraissait comme pertinent, puis je pensais pas que la vidéo allait attirer autant de regards. T'sais. Moi, c'est des affaires de nerd, j'en avais déjà fait avant, parce que je suis prof de musique dans la vie. Ah oui, OK, c'est ça. Ouais, OK. C'est ça. C'est ça, je savais pas. J'ai étudié, j'ai fait une technique en musique, puis j'ai commencé l'enseignement autour de 2021 à peu près. OK, ouais. Fait que j'aime beaucoup la pédagogie de la chose. Fait que t'es prof de musique au primaire? Au secondaire? Avec des élèves du secondaire et du primaire. En tant qu'artiste, t'as ta propre vision de la chose aussi, là. Fait que, mettons, on revient au... Parce que moi, une vidéo que j'ai bien aimée, parce que, ben, c'est ta vidéo sur le rock de région, là. On en parlait quand t'es rentré ici tantôt, là, mais de dire... la formule est là si tu veux faire un succès monstre au Québec, là, non, mais tu l'as bien décrit dans ta vidéo de... Rappelle-moi, c'était quoi les 5 choses? T'as la nostalgie? Ouais, la nostalgie, au niveau du texte, du moins. T'as nostalgie, famille, amour... Le territoire. Et la boisson. Et la boisson. Il faut parler d'une de ces 5 choses-là. Mais en fait, il faut incorporer ces 5 choses-là dans le texte. Ouais. Et on tient quelque chose qui va parler à des masses de gens. Mais je suis sûr que je peux trouver une façon de parler de ces 5 aspects-là puis que ce soit pas un hit radio. Absolument. OK. Ouais, absolument. Mais si tu veux un hit radio, il faut que tu aies ça. Mais en fait, c'est surtout le côté, le mix des 5 ensemble. Parce que tu peux incorporer des chansons qui parlent de boissons. J'ai fait une vidéo sur le folk sale. Où il y a des thèmes qui sont similaires, comme l'amour, la boisson, c'est présent aussi dans le folk sale. Mais tu remarqueras que dans la prose, on ne fait que très peu d'analogies ou d'allégories sur le territoire. Où il n'y a pas non plus le côté harmonique, le choix des accords est différent. Oui. Fait qu'il y a des éléments, je pense que c'est vraiment non seulement les éléments thématiques du rock de région, mais aussi tu assembles ça avec les éléments harmoniques, mélodiques, et aussi, on va pas se mentir, aussi esthétique. Ça prend une certaine forme de gueule. Je verrais pas Bernard Adamus faire du rock de... du rock de région. Je veux dire, il y a une sale gueule, le dude, là. Il est au courant, là. Ouais. Il a l'air d'un tout croche. Mais comme c'est ça, ces éléments-là, assemblés ensemble, ça donne quelque chose que j'ai remarqué qui était constant dans la culture populaire radiophonique québécoise dans je dirais, comme 40 dernières années. Depuis, c'est quoi le premier grand groupe de région? La Chicane, je dirais, c'est un des premiers qui a pogné. Ouais, je comprends. Ouais. Noir Silence. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 90 silence, avec le grunge un peu, genre. OK. C'est comme des enfants du grunge puis de la pop grunge, en fait. Des enfants qui poussent, tu veux dire. Faire pousser des enfants. Ouais. Ouais, drôle ça. On dit bonjour à Cain. Ouais, what's up, Steve? Ouais, c'est ça. Je trouve ça drôle quand t'appelles les créateurs du groupe
par leur prénom, là, tu sais, comme si c'était des bons de c'est mon boy, chemise. Là, tu sais. écoute, là, j'ai vibé sur ta musique. J'avoue, là, la première fois que j'ai entendu la chanson, mais moi pas encore. Da, 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 da. Je les aime, mais je sais pas comment faire. Ben, c'est pas Embarquement de Belle? Non, ça, c'est avant qu'ils ouais, commencent à pogner avec Adam et Ève. Adam et Ève, c'était leur premier gros hit radio. Mais ils avaient fait une toune avant que la première fois que j'ai entendu, j'ai fait « c'est joli ». Ça m'avait parlé un peu, tu sais. Je trouvais qu'harmoniquement, c'était intéressant puis qu'il y avait une douce mélancolie, tu sais. Oui. Fait qu'il y a une valeur... Il y a quand même ça dans ce que je vais appeler la pop au sens très général du terme, et d'aller rejoindre les gens, là, tu sais, c'est de dorloter exactement, les oreilles, là. C'est doux, puis comme diatoniquement parlant, ce sont des sonorités qui sont exemples de notes étrangères et de tension. Comme au contraire de styles comme le jazz, où t'as plein de notes de tension partout, qui fait que souvent les gens sont comme « j'aime pas le jazz ». Mais c'est en partie à cause de ça, cet élément harmonique-là, des notes étrangères introduites dans une chanson. Genre. Mais c'est aussi... En fait, ton point, est-ce que c'est parce que les gens manquent de culture musicale qui aiment pas ça? Non. Non, c'est ça, parce que ben, tu sais, des harmonies, c'est des fréquences. Là. Ouais. C'est deux fréquences qui vont mal ensemble. Je veux dire, ça crée pas nécessairement un bon feeling physique pour ton oreille non plus. Là. C'est sûr qu'il y a cet élément-là. Il y a des éléments qui sont à la fois comme instinctifs, je crois, parce qu'on n'aime pas la dissonance déjà en partant. On a tous déjà fait des fausses notes. Ouais, en jazz, on dit tout le temps, il n'y a pas de fausses notes, c'est du jazz. C'est pour faut que tu trouves la façon de te rattraper après. C'est ça, exactement. Tout dépend. Complique la vie. Tout dépend comment tu amènes le reste de la chanson. Tu vois, comme je pense à quelque chose comme le grunge, l'événement du grunge. Ouais. Ça a délogé Michael Jackson du number one, OK? Puis dans le grunge, il y a énormément d'éléments de dissonance, d'agressivité, des trucs qui sont anti-pop, mais il y a aussi il y a de la mélodie. Tu sais, c'est juste comme, il y a des contextes sociaux qui sont plus propices à laisser les gens aimer des affaires différentes. Il y a des régions, géographiquement parlant, qui sont plus propices à laisser des musiques comme ça, comme monter en popularité, tu sais. Fait que, oui, il y a une affaire d'éducation musicale, mais il y a également des facteurs qui sont indépendants des individus qui sont plus de l'ordre du social. Oui. Quelque chose que j'avais entendu par rapport à ça, là, ça allait même spécifiquement, je pense que l'exemple est américain, mais c'est est-ce que tu as grandi sur la côte Est ou sur la côte Ouest? Oui. Puis, dans le fond, c'était 2 notes au piano qui étaient jouées, puis ensuite juste une note. Puis c'était comme style l'octave qui était jouée, donc 2 notes, puis après ça, une note centrale. Puis la question, c'est est-ce que tu as l'impression que la mélodie monte ou descend? C'est vraiment cool, ça. Ou c'était peut-être le contraire, d'avoir juste une note, puis après ça, 2 notes, puis c'est est-ce que ton oreille va vers un ou vers l'autre? Puis c'était justement parce que la façon de parler accentue plus les aigus ou les graves, ou juste dans le flow, mettons, d'une conversation, de questions. Est-ce que tu montes? Est-ce que tu descends? Puis là, c'est pour ça que des fois, ça peut être difficile de trouver. En fait, c'est un accord qui monte, c'est un accord qui descend, parce que la note qui va venir pincer ton oreille. Ouais. Ben, pincer, c'est pas une expression, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est ça. Est-ce que tu vas entendre la note qui est plus aiguë ou la note qui est plus. Tu trouves pas ça magique? C'est absolument magique. C'est incroyable. C'est comme quand tu te rends compte que dans une gamme majeure, en fait, c'est les mêmes notes que la gamme mineure. Oui. C'est la même affaire, c'est juste une affaire de perspective. Ou le lydien aussi. Le lydien ou le dorien, ou tu sais ça. Ben, t'auras tous les modes, là. Tous les modes, toutes ces sonorités-là dépendent seulement de la perspective qu'on y apporte. Puis c'est la même chose pour, tu sais, comme ce qui est facile à écouter, tu sais. Je dis, pour le micro, je fais des guillemets avec mes doigts. Pense à la musique orientale. Tu sais, là-bas, c'est normal d'écouter ça. Ici, les gens vont être comme, tu sais. Quelque chose de microtonal, justement. Ouais. C'est comme, c'est vraiment une affaire de contexte, de contexte, de position dans le monde, de culture, qui est complètement aléatoire. Ça n'existe pas comme des affaires faciles à écouter, genre. C'est juste, en fait, c'est pas tant aléatoire, c'est culturel. C'est culturel, mais tout ça, moi, je trouve que c'est un peu chaotique parce que tout est dans tout, man. Il y a des éléments dans la pop moderne comme la gamme pentatonique qui sont aussi vieux que des gammes qu'on jouait en Chine il y a genre des millions d'années. C'est comme de la musique, man. C'est magique, c'est merveilleux. Anecdote par rapport à ça.
la gamme pentatonique est tellement justement considérée comme étant un peu basic, là, genre peu évoluée, que dans les premières musiques de films qui, ben mettons, on va parler aux États-Unis, là, mais qui présentaient, mettons, des scènes de guerre ou de violence entre, je vais vraiment mal le dire, là, mais je vais dire c'est correct, des Blancs et des Autochtones. C'est correct. OK? Je vais juste le dire de même. Des gens des Premières Nations et des colonisateurs. C'est comme ça qu'il faudrait que je le dise. On va pas partir sur ce débat-là. Bref, vous comprenez l'idée, mais colonisateurs et colonisés, on va dire ça comme ça. Les musiques qui étaient utilisées pour représenter t'as des thèmes associés à des personnages, à des lieux, des événements. Mais ce qui était seulement, mettons, en pentatonique ou en... Comment on appelle ça? En quinte parallèle. C'était beaucoup utilisé pour représenter un peuple plus... ethnique, là, on va plus dire. Ethnique, là, ouais, t'as le droit à Sheila. Non, mais... selon la vision du colonisateur, mais bien entendu. C'est drôle que tu dises ça parce qu'en écriture de musique, on nous enseigne très tôt que les quintes parallèles, justement, c'est non. C'est moche. On n'aime pas ça. Mais là, j'y reviens justement de dire, t'as le droit de l'utiliser puis de trouver ça cool. Le power chord. Le power chord, t'en as besoin. Là, t'sais. Ben oui, c'est comme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de joli, il n'y a pas de laid. C'est juste une affaire de contexte. Comme même l'intention, ça peut changer à tout moment. À tout moment, tu sais. C'est ça. Ouais. Comme tu dis, ce fun fact-là que je vais réutiliser d'ailleurs. Ben, parfait, oui, parfait. En fait, si tu veux un fun fact de plus, moi, j'ai quitté. Non, c'est pas la seule raison, mais une des raisons pour laquelle j'ai quitté le programme de musique de film, c'est que moi, j'arrivais d'un parcours que j'avais jamais étudié en musique. Mais je me débrouillais, j'étais capable de composer et tout. Puis à un moment donné, j'avais fait une pièce qui utilisait beaucoup de quintes parallèles. Puis on faisait écouter les chansons des autres, les pièces des autres, mais sans savoir c'était qui, juste pour analyser puis dire des commentaires. Puis moi, je sais pas ce que je fais. Là. Ben, je le sais ce que je fais, là, mais je veux dire, ma simplicité d'utiliser des quintes parallèles est arrivée d'elle-même parce que j'y trouvais que son utilité était présente. Toi, t'aimais ça? Et là, il y a c'est beaucoup de quintes parallèles. Puis j'étais comme, bro, ils savent pas que c'est moi qui l'ai fait, c'est correct, ils disent ce qu'ils veulent, mais... merdouille, genre, j'ai fait de mon mieux, tu sais. Puis là, justement, il y a eu... C'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté. Non, mais vas-y. Il y a comme... Je suis le... On a-tu le droit d'avoir des principes simples juste parce que c'est utile, sans justement aller dans une théorisation? Il y a quelque chose de très élitiste dans la façon d'écrire comme correct, je trouve. C'est comme... Moi, la façon que j'enseigne la musique, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes choses. Okay? Il n'y a que les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas. Puis ça, ces choses-là vont changer avec le temps. Puis je trouve ça dommage que justement, il y a des gens qui vont comme... Ils vont juste essayer de faire respecter ces tropes-là, genre de façon comme inconsciente, là, comme un automatisme. Genre, il y a beaucoup de quintes parallèles. Puis c'était même pas dans le jugement. Là. Je pense que c'était peut-être ça sert bien la scène, mais parce qu'il y avait eu ça, je me suis... Après ça, c'était-tu un film sur les ethnies? Non! Mais en même temps, dans le contexte de l'apprentissage, j'aurais peut-être eu plus de points si ça avait été pour ça, parce qu'on était justement en train de recréer l'idée des premiers cinémas. Je pensais que t'allais dire l'hymne à la nation. Genre, c'est ça, là, le vieux film raciste avec le KKK. Oui, ouais, l'hymne à la nation. C'est ça en français, parce que je l'ai comme appris en anglais, mais... Oh my God. Oui. Bref, quel fun fact. Je trouvais que le fun fact était... Avec une histoire personnelle, c'est bon, ça donne une vie différente. J'aime ça. Fait que, bref, c'était pas pour centrer la conversation sur moi, mais je me suis dit ça... C'est correct. Une conversation, ça se fait à deux, man. Yes, sir. Fait que c'est pas des choses que tu te préoccupes, dans le fond. Pas en tout. Moi, si j'aime ça, j'aime ça. OK. Puis, ce que j'aime, en fait, dans ma création que tu l'allumes, ce que j'essaie de faire, c'est de sortir des chemins battus. Si j'ai entendu la même affaire 1000 fois, ça veut dire que comme moi, ça va m'ennuyer. Ah oui, je suis pareil. Ouais, moi, l'affaire, c'est que je m'emmerde genre très vite dans la vie, là. L'attention span. Mon attention span est mort, man. Surtout depuis que je suis sur TikTok, là, c'est dead, là. Comme dès qu'il se passe rien au bout. Le progressif, ça me tue, man. Parce que rester 7 minutes et demie à écouter une toune, il faut que je sois batté, là. Ah ouais, c'est ça. Je le suis pas. Mais ouais, c'est comme l'innovation, si on peut appeler ça de même.
Je le fais au niveau comme harmonique. Tu sais, comme quand j'ai des chansons simples, do, sol, do, fa, tu sais, en majeur. Je vais essayer d'introduire des notes de tension si c'est pertinent puis que ça sert le texte. Parce qu'il y a toujours la base du texte aussi qui est importante. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de communiquer? Une chanson comme Maman, par exemple. Une chanson extrêmement triste. Je l'ai mis sur du majeur parce que je voulais adoucir le propos qui est vraiment sombre. J'ai pas mis des notes étrangères parce que c'est une chanson qui est douce, qui se veut comme une espèce de confession à ma mère. Tu sais, je veux pas mettre je sais pas moi, le Blue Note ou une note de tension pour dire à ma mère je m'excuse, là, ça n'a pas rapport. Non, je m'excuse, mais by the way, je veux te mettre inconfortable, genre. On veut dorloter l'oreille, là. Exactement. Fait que je pense qu'il y a des affaires de contexte. Tu sais, si t'as écouté mon répertoire, tu vois qu'il y a toutes sortes de sonorités qui n'ont pas nécessairement rapport les unes avec les autres. Mais en général, j'essaie toujours de sortir un peu des sentiers battus. Tu sais, comme déjà par les thèmes que j'aborde ou des fois par la musique que j'explore ou les mélanges que je fais. Tu parles justement ta chanson Maman, des thèmes que tu abordes. T'es-tu ouvert à parler de comment ça se passait chez vous pour t'amener à écrire des paroles comme ça? Parce que de ce que j'ai compris, du moins dans la conversation, c'est que quand tu utilises le « je », c'est souvent pour réellement parler de quelque chose que tu vis ou que tu as vécu. Ouais. Il y a quand même une... Ben là, je veux pas avoir de... Vas-y, man, je t'écoute. Une stigmatisation autour de ça, mais il y a quand même... Il semble quand même avoir une certaine lourdeur qui t'habite, là. J'ai un passé vraiment comme chargé. J'avais pas réalisé avant qu'on me le dise. OK. Tu vivais, puis... Moi, c'est comme tout le monde vit ça, bro. Je pensais que la vie, c'est facile pour personne, en fait. Mais comme au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il faut pas non plus que j'oublie d'admettre que j'ai vécu des affaires quand même particulières. Tu sais. Des situations comme on en parlait dans Hochelaga, énormément de violence institutionnelle. J'entends par là le racisme ou l'exclusion à cause de la santé mentale, le fait d'avoir été élevé par une mère monoparentale. Le quartier même dans lequel j'ai grandi, qui est un quartier ouvrier très pauvre. C'était pas super bourge à l'époque, là, Hochelaga. OK. C'était rough là, comme quartier. C'était même déconseillé d'aller vivre dans Hochelaga. Ma mère s'est fait dire par un policier d'éviter cet endroit-là pour sa famille. OK. Ouais. Parce qu'il y avait énormément de trafic de drogue, il y avait les Hells. Il y avait un repère de Hells à côté de chez nous. OK. Ouais. Tu vois, moi, je viens pas de... Je veux dire, quand je vais à Hochelaga, de ce que je comprends, c'est plus la même chose que dans le temps. Fait que je veux dire, je m'attendais pas à ça, là. Il y a encore des crack house, là, mais tu peux t'acheter un bon latte au lait de soya à côté. T'sais. À ne pas confondre avec Crack House, le skate shop sur Saint-Laurent. Non, il y a un skate shop qui s'appelle Crack House. Ouais, ben, je les encourage, je les aime bien. Mais oui, c'est la Crack House. Salut Mathieu et Geneviève. Je pensais pas vous dire bonjour dans un podcast. C'est drôle. Mais ouais, c'était pas un quartier qui était très fréquentable. Puis je pense que après ma vie, c'est passé de telle façon. Tu sais, j'ai vécu d'autres affaires sur le plan personnel. Ma famille, c'est un peu éclatée. Déjà, c'est des gens qui se réfugiaient du fascisme. C'était du monde qui était sévèrement traumatisé pour plein de raisons, qui avaient vécu beaucoup de violence au Chili. Le fascisme au Chili, c'était des gens d'extrême droite qui ont été montés au pouvoir par les États-Unis, qui avaient financé le coup d'État. On a renversé un président qui était gauchiste, pro-peuple, pro-droit collectif versus droit des entreprises sur la population. Et on a renversé le président, les militaires ont pris de force l'État, et tous les gens qui avaient des idées dissidentes, comme dans ce cas-là, le communisme, se faisaient enfermer en prison. J'ai un oncle qui a fait de la prison, il a écrit un livre là-dessus, Manuel Ahumada. Il a écrit un livre sur son expérience en prison où on l'a torturé, on l'a sévèrement battu, et on a assassiné ses amis, genre devant lui. Mon grand-père a des amis qui se sont fait assassiner. Littéralement devant eux, là. Tu sais, comme... Ben, devant eux, on les amenait derrière la bâtisse, puis on les tuait, puis genre... Mais parce qu'ils faisaient partie d'un... Parce ils faisaient partie de la... D'un groupe de personnes influentes, j'imagine. Non, pas nécessairement. Des gens qui pensaient contre l'État. Mais comment est-ce que l'État savait qui pensait contre l'État? Parce qu'ils étaient impliqués dans des groupes de communistes. OK, c'est ça. C'est parce qu'ils étaient impliqués d'une certaine façon. Ils étaient impliqués politiquement. Ils avaient des amis communistes des fois. Des fois, c'était des oui-dire. Il y avait des gens qui... Comme j'ai su récemment par ma mère qui m'a raconté qu'il y avait des gens qui étaient payés pour aller dans les universités, parler avec les jeunes pour savoir qui partageait des valeurs communistes.
Man, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Je pose plein de questions un peu plus intellectuelles pour comprendre, mais je suis vraiment désolé cool puis navré que... C'est cool que tu veuilles apprendre là-dessus parce que c'est des éléments de vécu que des gens ont tendance à oublier, genre que ces choses-là se sont passées de la même façon que ici au Québec, tu sais, avec le FLQ. Genre. Oui. Tu sais, c'était comme... cette crise-là m'est étendue sur une espèce de longueur dans le temps beaucoup plus large. Puis j'ose croire violence au-dessus de 3000 morts, là. je crois. Puis comme des gens qu'on n'a pas encore identifiés. Mon grand-père s'est fait assassiner, s'est fait fusiller parce que c'était un étudiant en médecine qui donnait des soins gratuits. OK. C'est tout. C'est fou. Il était pas comme... Mon père faisait des affaires un peu plus... apparemment, tu sais, encore, j'ai pas toutes les histoires avec tous les faits comme tels, mais je pense qu'il trafiquait des armes. Le fou, il était fou. C'est un peu différent du docteur qui veut soigner, mais... Ouais, mais je comprends l'idée. Un exemple, mon oncle, il a fait de la prison, lui, il avait des nunchucks. Tu sais, comme, OK, oui. Lui, il tripait sur le communisme, puis genre le kung-fu. OK. Puis lui, il a fait de la tôle. On l'a enfermé parce qu'il était impliqué dans des groupes communistes au Chili. Et c'est ça, c'était vu comme des gens qui étaient contre l'État à cause de leurs valeurs politiques. Alors on les enfermait, on les tuait dans certains cas. Wow. Et de là a découlé une tonne de Chiliens qui sont partis, mais c'est ça. C'est pas le cas dans tous les pays qui demandent asile. Il y a des fois c'est la guerre, des fois c'est d'autres raisons. Mais comme dans le cas du Chili, je peux dire que c'était pour ça. OK. Puis là, ben là, fait que là, c'est ton père qui était réfugié politique, mais t'as mentionné que t'as été élevé finalement par une mère monoparentale. Ouais. Fait qu'il y a des choses que... À partir de quel âge, en fait? 4 ou 5 ans. OK. Ben, tu sais, mon père était présent de façon très sporadique. Majoritairement, je dirais, il venait comme pour nous crier après, puis il s'en allait. OK. Puis c'est parti une autre franchise avec quelqu'un d'autre, là. Une franchise? C'est comme ça que t'appelles une autre franchise familiale, là. OK. Puis tranquillement, on le vit de moins en moins. Ma mère devait travailler beaucoup pour subvenir à nos besoins, parce que, bien évidemment, pas super responsable financièrement, le monsieur. Pour un communiste, là, je trouve qu'il a manqué un peu de... c'est ça. Mais, un peu d'empathie ou un peu de... Il faut partager, monsieur. Ouais. Mais c'est ça. Elle s'est occupée de nous. Moi, j'ai forcément... T'as des frères et sœurs? J'ai 3 demi-frères et j'ai une grande sœur. OK. Puis tout ça arrivait de façon comme... J'étais enfant, fait que j'avais pas nécessairement conscience de ce qui se passait. Mm-hmm. C'est à l'adolescence que j'ai commencé à faire du trouble. Parce que j'incorporais toutes ces... Je veux pas dire... J'ai ça la façon dont on sert du mot traumatisme de nos jours. Ça vient tout le temps, sans arrêt. Mais comme, j'ai incorporé ces émotions-là et ça m'a rendu vraiment comme chaotique pendant des années. J'ai eu des problèmes de dépendance. J'ai eu des problèmes de santé mentale vraiment graves. Puis la musique est apparue un peu comme un relief là-dedans. Ouais. Pour en revenir. Oh, on a fait la boucle. Ben oui, mais c'est ça le but. Mais moi, c'est ça que j'aime, là, tu sais. Je te pose pas des questions parce que j'ai de la curiosité mal placée, là. Non, je sais, bro. Je sais. Puis aujourd'hui, c'est encore des choses dont t'aimes parler. Je suis ouvert à en parler. Ben, du moins dans ta musique, là. Oui, mais c'est comme, encore là, tu sais, il y a des affaires. Il y a des thèmes que je suis pas encore prêt nécessairement à aborder. Il y en a d'autres que j'ai été prêt à aborder. Tout dépend encore là du contexte, d'où est-ce que je me situe dans le moment présent, de ce que je suis en train de vivre, mais également de est-ce que j'ai trouvé le bon angle pour en parler. Ouais, OK. Parce que je suis soucieux de... Je veux communiquer ça de façon rejoignable. Je veux pas que ce soit juste à propos de moi. Ouais. Je veux que ce soit à propos de nous. Tu sais? C'est comme, à quoi ça sert de juste trauma dump les gens s'il y a pas comme... Parce que c'est littéralement ce que c'est, tu sais, je veux pas juste comme domper tout ce qui m'est arrivé, puis genre, OK, bye, débrouillez-vous avec ça. Je veux comme qu'on fasse genre, hey, toi qui as vécu des choses humaines. On peut peut-être se comprendre. On peut se comprendre. Même si c'est des choses différentes. Absolument, parce qu'au final, l'expérience humaine, elle est quand même la même globalement pour nous tous. Genre, on vit, on pleure, on saigne, on aime. Des fois, je sais pas, on fait des dépressions, on a du plaisir aussi, parce que ça peut pas juste être du négatif. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris avec Tu la Lune, que j'ai jamais exploré avec Mateluna, c'est que ça peut être beau, ça peut être le fun. Ouais, définitivement. Puis, je suis quand même curieux de savoir ta famille puis ta mère, quand ils écoutent ton projet,
Ma mère, c'est ma fan numéro 1. Ah ouais, ok. Ouais, C'est ça que j'étais curieux. Là. Peut-être qu'il y a des thèmes qu'elle trouve qui sont peut-être pas. Salut à ma mère. Soit, ouais, c'est ça, on la salue, mais soit peut-être pas adéquat ou pas nécessaire, là, tu sais. Je te dirais que dans ce cas-ci, j'en comprends que non, là, que ça va bien. Elle a une oreille très critique, ma mère. Je pense que c'est quelqu'un qui, même si elle a pas nécessairement de théorie musicale ou d'expérience sur scène ou peu importe, elle va quand même me dire, elle va me pointer des affaires qui lui plaisent pas. OK, ouais. Puis moi, quand quelqu'un qui joue pas de musique me pointe des trucs, je l'écoute encore plus. Ben oui, définitivement. Ouais, parce que c'est une écoute qui est instinctive, qui est comme naturelle puis viscérale. Alors qu'un musicien va dire, ouais, t'as pas utilisé la bonne note sur la bonne harmonie, genre, comme yo. Ou t'aurais pu utiliser une note qui va pas normalement sur l'harmonie. Il y a un demi-demi-ton en dessous, là, quand tu chantes, hey, ta gueule, bro. Ouais. Quelqu'un qui a l'oreille parfaite, là. Ouais, absolue. Non, pas coff, là. Aucun jugement, là. C'est cool. Non, mais on est jaloux. c'est ça, ouais, c'est ça. Exact. Si on bâche, c'est qu'on est jaloux. Absolument. OK, c'est ça. Puis, est-ce que ça aide justement à avoir un lien avec ta famille, d'exprimer? Surtout avec ma mère, je dirais. Ouais. Mais j'ai ma mère puis mon oncle avec qui je suis resté très proche. Mon grand-père aussi. Le reste, non, pas tant que ça. À travers la prière, ton grand-père ou l'autre? Quel... Non, mais... Oh non, oui, non, pas celui qui est mort, non, il y en a un autre qui est vivant. Là. Excuse-moi, j'aime l'humour un peu noir. Non, je prie pas. Mais oui, excuse-moi. Non, c'est correct, c'était bon, ça m'a Ça a passé, parfait. Puis t'es-tu proche de avec une table de Ouija, là? Ouais, c'est ça, exact. J'ai dit prière, mais c'était Ouija que j'aurais dû dire. Ouais, OK, cool. Puis, qu'est-ce qui s'en vient, en fait, pour toi? À travers Maté-Luna? Je veux dire, à travers Tu la Lune, mais toi, Monsieur Maté-Luna. Je sais pas, man. J'ai pas beaucoup plus de musique, j'espère. J'espère plus de shows. Puis continuer à créer. De la même façon, j'ai pas envie de perdre de vue l'objectif que je fais ça pour le fun. Si j'ai pas de plaisir, c'est parce que j'ai quelque chose que je fais pas correct. Ouais. Ça, c'est ma règle par-dessus toutes les règles que je m'impose. C'est comme, si je n'ai pas de plaisir, si je sens que c'est une corvée, c'est parce que je m'éloigne de mon but premier qui est de me rendre la vie moins pénible. Ouais, je comprends. Ouais. OK. Je me fais chier sinon, man. C'est pour ça la musique, tu sais, c'est pour ça que j'ai été en enseignement en musique, c'est pour ça que j'ai quitté tous les autres milieux dans lesquels j'ai travaillé avant, dont la littérature. Je me suis éloigné de ces choses-là parce que ça n'allégeait pas ma vie. C'est comme plus introspectif ou... non, étrangement non, mais c'est pas le bon mot, mais... C'était plus de travail pour moins de plaisir. Alors que là, quand je suis en musique, je peux travailler... Je peux faire des 12 heures de suite sur mon fichier Logic, là, puis comme je vois pas le temps passer parce que je fais ce que j'aime. Ouais, je comprends. Il y a une question que je pose souvent en dernier, mais c'est pas obligé d'être la dernière question. Mon projet de podcast s'appelle La ruée vers l'art. J'ai l'impression que n'importe qui dans l'industrie musicale, artistique, a sa propre ruée vers l'art, tu sais, se rue vers ça. C'est comme une question que dans ma tête, elle va soit au début ou à la fin, mais... Puis souvent, en fait, l'entrevue me donne déjà un peu la réponse de la personne, de toute façon. Mais c'est quoi, oui, toi, je suis pour une distribution équitable des richesses. Non. Parfait. Ah bah, le capitalisme. OK, ben salut. OK, non, vas-y. C'est quoi ta propre ruée vers l'art, en fait? Jusqu'où tu veux te rendre, puis c'est quoi ta direction avec tout ça, tu sais? En fait, dans cette question-là, il y a aussi à quoi j'aspire. À quoi t'aspires, puis à quoi tu trouves que ça sert, l'art, dans la communauté aussi, tu sais? L'art, c'est... J'aurais pu diviser, j'aurais pu poser 5 questions, en fait. Là. On va faire ça en section par section. On va revenir à ta mère. La première fois que j'ai été traumatisé, j'avais... Non, En fait, c'est ça. On peut revenir un peu en arrière, là. Ouais. Parce que je cherche tout le temps comment formuler puis comment faire un lien, là. Mais, t'inquiète, man. C'est l'histoire de ma vie. À quoi tu trouves que l'art, ça sert? Ça va être ça ma première question avant de passer à la conclusion. C'est de l'expression, puis c'est de la communion. Okay? C'est comme, il y a quelque chose de... L'art, oui, tu peux t'exprimer à travers l'art, puis c'est nécessaire de le faire. Je crois que comme pour garder l'art pour l'art et le sortir de son industrialisation, puis de son côté plus artificiel, il faut que ça reste quelque chose de sincère, d'expressif et surtout comme d'exultant pour l'âme. Il faut que ça fasse du bien à l'âme. Puis dans le sens que ça va faire du bien à l'âme, il faut que ça fasse du bien
au plus d'âmes possible. Parce que si t'es le seul à profiter de ton art, là, t'es en train de te masturber, mon bro. Ça, c'est une bonne chose aussi. Genre, moi, je suis que la santé sexuelle, je suis all in, là, mais comme... C'est plus le fun de le faire à 2. Ou à 4 dans certains cas. Je comprends. C'est pas une invitation, j'espère? Ah oui, on sait jamais qu'est-ce que tu vas faire. C'est bon. Je te lift. That's it. Non, mais c'est ça, c'est comme... Je trouve que c'est de la communion. C'est une façon de nous rappeler qu'on n'est pas tout seul. Ouais. Puis c'est tough, surtout en ces temps-ci vraiment sombres, de se rappeler que comme, peu importe à quel point c'est rough, ben t'es pas tout seul à le vivre. Il y a plein de gens qui sont prêts à faire la run avec toi, man. Qu'est-ce qui est rough aujourd'hui? La vie, man. La vie. Explique, mais je suis quand même curieux. Ben déjà, se nourrir, c'est rendu un challenge, là. Tu sais, dans un pays qui est comme super privilégié comme le Canada, le Québec, c'est comme rendu des difficultés qu'on n'a jamais connues avant se rendre jusqu'ici, tu sais, la disparité entre riches et pauvres, les problèmes socio-économiques, la violence dans la rue, la violence sur les médias, la violence à la fois institutionnelle, comme, tu sais, l'essor de groupes extrémistes misogynes, racistes, mais aussi comme l'isolement que certaines communautés ressentent par rapport à leur propre expérience. Tout le monde est invalidé tout le temps, personne n'est important pour personne. Puis c'est ça qui est comme terrible avec l'événement de la modernité. Cet isolement-là nous donne de plus en plus l'impression qu'on est les seuls dans notre réalité. Alors que c'est pas le cas. Fait que si on posait le téléphone cellulaire un moment, ouais. Il me semble que ça irait mieux. Parce que je pense que un des termes que j'apprécie beaucoup depuis 2025, puis on dirait que ça s'est full popularisé, mais c'est les chambres d'écho. Ouais. On est dans des chambres d'écho de trucs qui, dans le fond, quand on est ensemble, sont clairement... moins dommageables pour l'âme. Ouais. Tu sais, comme, moi mon algorithme me présente énormément de contenu raciste. Parce que quand j'en vois... Envers les Blancs. Oh, non. OK. Malheureusement pas. Je sais pas, mettre genre... Ton feed, c'est plein de Chiliens back-à-back qui chialent contre les... Non, man, je vois les affaires. Mais c'est parce que moi, je m'arrête dessus, puis que je vais commenter, puis je vais aller envoyer une petite pince, là, puis comme... Ça fait que je me ramasse avec des affaires qui sont vraiment dérangeantes quotidiennement sur mon feed. Puis c'est ça qui est ironique avec les algorithmes, c'est que ça va t'exposer, oui, à ce que t'aimes, mais ça va énormément t'exposer à ce qui te fâche, puis à ce qui te dégrade, puis ce qui te fait sentir mal. Puis ça, c'est un peu comme... C'est pervers, c'est une chambre d'écho dans le sens que comme la réalité, c'est que quand tu vas rencontrer ces gens-là dans la vraie vie, ils ne sont pas ça. Ils ne sont pas des gens en colère qui font juste bâcher sur les groupes qui te concernent. Ouais. C'est aussi des êtres humains qui vivent, qui ressentent, qui ont des mères, des pères, qui ont des deuils, genre. Tu sais, des gens qui traversent des choses difficiles. Puis ça, on a tendance à l'oublier quand on est dans une chambre d'écho. On voit juste ces gens-là comme des antagonistes. Alors que ce sont d'autres êtres humains qui ont peut-être besoin justement de cette empathie-là. Fait que moi, comme... Oui, je suis un peu sassy des fois, là. Mais comme je garde en tête que... Dude, là, j'ai entendu des affaires horribles de la bouche de tout le monde. Genre. Fait que ça me dérange pas. Ce qui est important, c'est comment on peut comme se sortir de cette chambre-là où on voit l'autre comme un ennemi. Puis où est-ce qu'on peut trouver des points qui vont nous rassembler, genre. La musique, c'est une des façons, justement, que j'ai trouvé pour faire ça. Voilà. Cool. Fait que c'est à ça que l'art sert, mesdames et messieurs. C'est ça ta propre ruée vers l'art. Entre autres, ouais. J'aimerais ça vivre de ma musique aussi, ça serait le fun, mais comme... Mais c'est ça, en fait, ça me tente qu'on y revienne. Parce que justement, cette question-là, au final, fait juste me rappeler plus de questions que j'ai. On a parlé des capsules, justement, vidéo, particulièrement celle qui a rapport à un certain succès musical ou de pouvoir en vivre. Là. Ben, en fait, succès radio, là, tu sais. Ce qui est ironique, c'est qu'ils n'en vivent pas la plupart du temps. Oui, c'est ça, en plus. Ouais, c'est terrible. Mais y aurait-tu cette idée-là pour toi de te dire je fais quelques compromis dans ma musique ou dans mes paroles juste pour aller chercher, continuer de passer le même message que je veux passer, mais aller chercher, non? Non, ben tu vois, j'ai une drôle d'anecdote par rapport à ça. Quand j'avais 21 ans, j'ai gagné Cégep en spectacle. Wow! Avec une chanson, mais comme c'était la finale genre de mon Cégep à moi. Tu sais, je me suis rendu en régional, je sais pas quoi. Mais je me suis fait approcher par quelqu'un. Je vais name drop.
OK? Là, Stéphane Pagliaro, la femme de Michel Pagliaro, m'a approché pour produire mon album. OK. OK? Puis là, elle m'a fait visiter son appartement. Elle m'a présenté quelqu'un à un studio professionnel où Céline avait enregistré. On a fait une maquette. Et on a eu une divergence d'opinion après tout ça. Et par rapport à mes paroles, elle voulait changer mes paroles. Puis moi, d'instinct, à ma 21 ans, j'ai fait genre, ben non, ça arrivera pas. C'est mon art, c'est comme tu n'y touches pas. Mhm. Puis elle a droppé tout le projet. Mais comme, en gros, j'ai dit non à une occasion de rentrer dans cette industrie-là par là, tu sais, avec quelqu'un qui connaissait du monde, etc., parce que comme, moi, j'ai ma vision de l'art. Puis je crois qu'au-delà de comme le succès économique, social, peu importe, je crois que ce qui est plus important pour moi, ça restera toujours de m'exprimer. Puis le moindrement, je perds ça de vue. J'ai l'impression que comme ça va plus représenter le même soulagement pour moi. Ça va devenir une job. Ouais. Tu sais, une job dans le sens comme quelque chose qui me fait chier. Ouais. Puis j'ai pas envie de faire de la seule affaire qui a été comme un support constant pour moi puis ce que je traversais, quelque chose de pénible, tu sais. Dans ce sens-là, comme non, je ferai jamais de compromis. Parce que si tu m'empêches de m'exprimer, c'est comme si tu m'empêchais de respirer. Là. Même si... Puis là, je pose des questions, mais pas pour te faire changer la vie, là, du tout. Mais même si l'idée, c'est de te faire comprendre par plus de gens, même si l'idée, c'est de faire en sorte que plus de gens que tu vas pouvoir partager une empathie ou une connexion avec plus de gens à partir d'un même sujet ou d'un même struggle, d'un même trauma, même si on n'aime pas le mot. Si cette empathie-là est au prix de la compréhension que j'ai vis-à-vis moi-même, par rapport à ma propre expérience puis à mes besoins émotionnels, il y a un débalancement qui est irréconciliable. Puis je crois que c'est là que je me perdrais, moi, comme au bénéfice de genre pogner avec plus de monde. Moi, l'important, c'est qu'il y ait cette harmonie-là entre comment moi je me comprends, comment moi je m'interprète et comment je m'écoute moi-même, puis comment j'écoute mon prochain. Si je m'écoute pas, forcément, oui, peut-être qu'il y a des façons d'atteindre plus de public qui seraient accessibles. Mais encore là, je crois que je tomberais dans quelque chose d'artificiel qui me ferait perdre des gens qui m'écoutent pour de vrai. Oui, je comprends. Ouais, parce qu'il y a des gens qui écoutent les affaires de masse qui écoutent pas vraiment, là. On s'entend, oui, là, en effet. Là. C'est plein de gens dans les Centres Bell là, qui vont voir le show juste parce que comme ils prennent des photos, ils disent qu'ils étaient là, puis genre, c'est pas de la vraie écoute. Là. Je préfère avoir 150 personnes dans une petite salle qui m'écoutent que genre, je sais pas, même 3000 personnes dans un stade rempli qui sont comme juste là pour prendre des selfies. Là. Je comprends. Quoi, j'ai rien contre les selfies. En même temps, tu sais, c'est le fun, là, les stades. Oui. Wow, tu sais, je veux pas m'aliéner personne, là. C'est ça. Je veux être invité au Centre Bell. Ouais, mais... Wink. Mais non, mais je comprends ce que tu dis, mais en fait, ma question va peut-être un peu plus aussi dans le sens de quand toi, mettons, tu travailles tes textes ou tes paroles, est-ce qu'il y a l'idée de je veux me comprendre moi-même, mais ça me tente de... Puis là, je vais pas vers le succès radio, je l'ai formulé de même parce que c'était ça le sujet tantôt, mais de juste dire ce serait quoi les bons mots à employer pour que, dans une conversation comme on pourrait avoir présentement, que je me fasse bien comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois qu'il y a des affaires qu'il faut que j'évite plus que des affaires... Attends, comment exprimer ça? Il faut que ça représente mes valeurs, tu sais. Fait que comme je fais attention à comment je peux faire sentir les autres. OK, ouais, je comprends. Je veux pas tomber dans quelque chose d'insensible qui ne va pas considérer comme mon prochain. Parce que surtout si je gagne en amplitude puis que mon répertoire va toucher de plus en plus de gens, tu sais. C'est dans ce sens-là, je vais considérer comme ce que je dis pour que ce soit comme pas trop choquant ou blessant, mais en même temps, si ça exprime ce que je veux exprimer, je pense qu'il y a un angle pour le faire. C'est ça, mais tu vas quand même trouver... Je vais trouver des façons. Tu vas chercher l'angle pour bien le dire, dans le fond. C'est ça que je me demande. En fait, le sens de ma question, c'était est-ce que toutes tes chansons, c'est des premiers jets? C'était plus un peu ça, dans le sens que tu comprends-tu pourquoi c'était ça ma question, en fait? Mais c'est jamais des premiers jets. OK, c'est ça. Okay. Je pense qu'il y a 2 ou 3 premiers jets dans ce que j'ai publié sur Spotify ou les plateformes de streaming. Mais en général, des chansons, moi, j'ai réécrit ça 1000 fois. Là. Okay, par exemple, la chanson MTL, je l'ai écrite en 2013. Ah ouais? Ouais, man. J'ai réécrit cette chanson-là genre 20 fois, puis j'ai fait des arrangements multiples. J'ai 4-5 versions des mêmes chansons des fois.
Wow, OK. Parce que j'attends vraiment de trouver la meilleure version pour moi, genre, tu sais, comme je veux l'écouter puis faire, j'ai envie de la réécouter. Réécouter ma propre tune. Puis il y a des affaires, des fois, comme qui vont me déranger dans la musique, des fois, ça va être dans le texte. Tu sais, il y a des mots que je vais évacuer avec le temps. Il y a des fois où je vais recevoir des feedbacks de gens qui m'ont dit, hey, quand t'as utilisé tel mot, j'ai trouvé ça un peu, genre, harsh. OK. Fait que je vais considérer, tu sais. Ouais, c'est ça, OK. Fait que tu considères, c'est ça, en fait, c'est ça le sens de ma question. Je me Ouais, mais dans le sens, quand j'écris, je vais jamais penser à mon public, là. Non, je comprends. Quand j'écris et que j'ai quelque chose à écrire, des fois, je le garde pour moi pendant longtemps. Puis comme après, je trouve une façon de l'adoucir ou de l'intensifier des fois aussi. Ça arrive. Ouais. Mais comme tu dis, puis je pense qu'il est bon, c'est faut que toi, ça te plaise à toi. Là. Si la tune, mettons que tu l'as joué encore 20 ans, faut que dans 20 ans, ça puisse revenir chercher ce que tu vivais. Ouais. Okay. Puis c'est ça qu'il faut que je reste. Tu sais, si j'écoute quelque chose, je suis comme, c'est de la merde. Je vais pas. Ce serait malhonnête de ma part de faire, c'est de la merde, mais les gens aiment ça écouter de la merde, fait que je sais pas pourquoi je parle comme ça quand je dis ça. Mais, un peu grognon. C'est ça, je m'en calisse. Genre, nihiliste, blasé, tu sais. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui s'en fout, c'est quelqu'un qui est comme, il y a pas d'amour dans ce qu'il fait, genre. Moi, je veux aimer ce que je fais. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime bien gros, puis c'est. On en parlait plus tôt, tu sais, quand, mettons, tu parles de groupes qui passent à la radio ou autre, là, tu sais, puis que t'es comme un peu dans le jugement, mais pas trop, là. Cette chanson-là qui s'appelle Miroir, tu sais, tu traites le monde de cave, là, ou de... J'ai dit ça? Ben là... Ah, le monde est whack! Le monde est whack! Non, mais tu dis... sac. De toute façon, tout le monde est whack. Ouais, c'est ça. Ou genre, c'est celui qui a rien à se reprocher, c'est peut-être celui qui... C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que tu le dis. Connard. Ah, c'est dans Connard aussi, ouais, c'est ça. C'est vrai, quand je dis... Ben, Connard, ça dit, genre, comme je parle de différents connards dans ma vie, mais le refrain, ça dit, avant de dire que les autres sont des connards, ben, check-toi comme dans le miroir, là. Exact. Genre, ouais, c'est pour ça que je les confondais. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ce qu'on trouve de dérangeant chez les autres, c'est en général des choses qu'on trouve dérangeantes chez soi. Ouais. Je trouve, en tout cas de mon expérience. C'est ça que je trouve tellement cool dans ton écriture, dans ta poésie aussi, c'est que c'est comme si tu lances souvent des flèches, mais en même temps, t'es comme « Who am I? » là. Ben ouais, c'est comme, je me mets pas en position de supériorité. Non, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve très intéressant, puis que en tout cas, je trouve que t'arrives bien à le faire, fait que je me suis dit, je vais te le dire, là. Ben merci. Puis, dans des chansons comme celle-là, au même Miroir, là, tu sais, que c'est un peu un reflet de toi-même et de la société, de comment les gens se voient les uns les autres, là. Ça devient d'où cette genre de humilité-là, peut-être, de dire j'aime niaiser le monde, j'aime aller dans l'ironie, mais en même temps... C'est de l'anxiété, man. Ah ouais? OK. Peu importe ce que j'affirme, je vais toujours penser à genre 8 affaires que je peux affirmer contre. Okay. Genre, ouais, comme je me dis, tu sais, ma perspective n'est pas la vérité absolue. Là. J'ai toujours considéré comment les autres peuvent percevoir ce que je dis. Puis comme ça, c'est de l'anxiété. Genre, n'importe qui fait de l'anxiété généralisée va te le dire, là. Parce que moi, je fais ça, tu sais, comme jouer souvent à l'avocat du diable, d'avance, mais je le fais pas par anxiété. Je pense que je le fais peut-être parce que j'intellectualise beaucoup. Ben, ça, c'est un processus de rationalisation qui est très commun chez les personnes anxieuses. Ah ouais? Ouais, bro! Mais c'est drôle parce que je me considère pas du tout comme quelqu'un d'anxieux. Moi non plus, c'était pas le cas avant, genre que je me renseigne beaucoup plus puis je fasse des, tu sais, comme donne des diagnostics puis des trucs de même. Mais genre, ouais, j'en fais à côté, même. OK. Je considère, c'est comme si t'as déjà joué aux échecs? Oui. C'est comme avoir 3 coups d'avance, mettons. Oui. Tu sais, les échecs, j'ai dit ça à un ami récemment, que c'est un jeu de personnes anxieuses. Parce que t'anticipes ce que l'autre va faire, genre 4 coups à l'avance. Puis tu t'effondres aussitôt que c'est pas ça. Oui, puis tu paniques, puis t'es comme, oh my god, que j'ai fait. Il y a une chanson à faire là-dessus. J'ai une chanson qui parle d'un échiquier, mais c'est... Ouais, ça s'en vient. Nice, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est un hymne communiste. Comment? C'est un hymne communiste. Ah oui. Attention, ils vont venir te chercher. Ouais, ils vont venir me chercher. Ils coupent la tête du roi à la fin. Bref, oui, c'est comme cette perspective-là, je l'ai dans mes chansons. Tu sais, comme tu me pointais la chanson de Miroir, je parle de comme santé mentale, puis de comment je me perçois un peu. Genre. Je parle de dysmorphie, je parle d'anxiété sociale, etc., mais avec un ton super narquois puis ironique. Là. Parce que ça dit juste, en gros, c'est comme peu importe à quel point tu trouves que ton émotion est overwhelming, elle est pas importante. Ouais. Dans l'univers de ce qui est arrivé,
aux humains depuis le début des temps, c'est une poussière, ce que tu ressens. Mhm. Puis c'est là que l'humour embarque, puis comme le côté ironique, tu sais, je reprends. En plus, je fais ça sur du country. Le EP au complet, c'est un challenge que je m'étais lancé de faire un EP de country. Parce que j'haïs le country. OK. Ben, c'est ça, c'est très bon. Ouais. Très loufoque, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme un peu comme cartoonesque, caricatural, là. Puis comme on l'entend dans la façon que j'ai de chanter. Mhm. Puis comme toutes les chansons ont des textes extrêmement dark, mais avec des musiques très comme hey, parce que ça ironise. Mais je pense que ton texte aussi ironise un peu, là. Oui, forcément, ouais. Mais oui. Mais d'ailleurs, je viens de penser à ça. Miroir, c'est mon amie Alice Lemaire qui m'a dit elle me lance des défis une fois de temps en temps. OK. Et elle me dit fais une chanson de country parce que tu fais pas de country. Okay. Puis j'ai fait OK, je vais en faire une. Puis mais ma façon à moi de faire comme ma joke à moi là-dedans, c'est comme tu veux une chanson de country, check ce que je te fais. C'est une chanson fucking dark, mais genre. Ouais, qui est pas dans l'esprit du truc du country. C'est ça, là. pas du tout. C'est du country dissident, genre. T'as pas dit que tu prenais la route avec ton cheval. Exact. Que tu pensais à ça. Que je pensais à ma douce, là, puis à ma maison, puis mon chien, tu sais. C'est comme non, je suis fucked up dans la tête. Que tu vois dans ton miroir du futur. Exactement, tu sais. C'est comme, oui, je vais faire ton défi, je vais me l'approprier, puis je vais comme t'envoyer une petite joke en passant. Fait que ça, c'est plus country que folk? Je dirais, il y a du country western dans Miroir, il y a du punk aussi que j'ai introduit parce que je trouve que le country et punk, c'est comme ça les poivres, ça va bien ensemble. Il y a des éléments rock pop, mais en gros, t'écouteras tous les arrangements autour de ce EP-là sont tous comme pentatonique majeur. OK. L'instrumentation est majoritairement country, il y a du slide guitar, j'ai pris des échantillonnages. Cool. Ouais. Fait que j'ai respecté les tropes du country. Fait que c'est ça qui pourrait passer à la radio, dans le fond. Je pense pas. Non. Mais été est passé à la radio. Christine Morancy l'a fait jouer à son émission. Ah ouais? Ouais. C'est normal. Ouais, c'était cool. Par hasard ou... Elle m'a contacté à un moment donné pour me dire qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais puis elle a fait jouer mes chansons. Wow. Ouais. Ah, c'est hot. Ouais, j'étais pas mal content. Nice. À Rouge FM, man. Oui, c'est ça. Là, on parlait plus tôt de man. pas passer à la radio, mais je veux dire, c'est quand même Rouge. J'ai joué une fois, ça m'a donné beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui me suivent depuis. Wow. C'est quand même cool. C'est cool. Fait que, comme quoi, le chemin peut se faire. Si tu restes intègre, tu perds pas. Comme, même si ça pogne pas, je reste intègre, fait que je suis content de ce que je fais. Mm-hmm. Puis je pense que dans ce sens-là, si le moindrement tu t'accroches, tu tiens ton bout, à un moment donné, tu vas l'avoir, ton 15 minutes, là. Mm-hmm. C'est juste comme, est-ce que tu le veux au prix de ce qui t'a poussé à faire de la musique au départ, genre? Ouais. Ou est-ce que tu fais de la musique parce que tu veux juste qu'on te voit ou parce que tu veux qu'on t'entende? Oh. C'est aussi, je pense, l'idée de si tu fais quelque chose qui te trahit toi-même en tant qu'individu, puis que ça pogne pas, ben tu vas toujours pouvoir te dire ben j'ai même pas fait quelque chose qui me tentait. Exact. Comme ça vaut même pas la peine. Là. 2 fois moins de satisfaction au final. C'est ça, ouais. T'es comme, finalement, peut-être que j'avais fait. Ouais, c'est ça. J'aurais dû tenir mon bout, tu sais, comme c'est ça que j'ai fait avec Stéphane Pagliaro il y a 20 ans. J'ai tenu mon bout, puis oui, ça a été pénible. Là. J'ai pas tout le temps filé comme une rockstar, là. En fait, jamais. Mais comme... Pas encore. Non! Pas encore. Mais sérieux, je suis content parce que, tu sais, j'ai gardé l'essence de ce que je faisais, puis comme j'essaie d'appliquer ça au quotidien, tu sais. Mm-hmm. J'ai eu d'autres occasions d'avoir plus de clout, puis des trucs de même, puis je fais comme non, parce que ça correspond pas à mes valeurs. Plus de quoi, t'as dit? De clout, de présence sur les médias. Ah ouais, OK. Des invitations ici et là, tu sais, des collabs, des trucs de même. Puis je suis comme, non, man. Parce que le style te rejoint pas ou l'intention te rejoint pas. Ouais, parce que la seule intention qui serait derrière mon move de faire la collaboration en tant que telle, ce serait juste de grandir sur les médias. Genre. C'est pas parce que comme je le sens de façon comme intrinsèque. Là. Fait que c'est un compliment que tu me fais en me disant ça, dans le fond. Ouais, moi, je file ton truc. Là, c'est pour ça que je suis venu. Ben, je sais pas, mais je m'attendais pas. Je le prends comme un compliment. Ben oui, je trouve que ce que tu fais, c'est pertinent, puis c'est bon, puis c'est comme, je suis fucking down. Nice. Ben, merci. Il y a des trucs que je refuserais pour des raisons comme éthiques, il y a des trucs que je refuserais pour des raisons artistiques, mais comme... Artificielles ou autres. Ouais, exact, là, mais comme... Voilà. Ah, good. Fait que ça en dit beaucoup sur la personne que t'es, dans le fond. Là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pourraient se dire OK, ben là, je suis invité ou je vais faire une collaboration, mais au moins, ça va donner plus d'attention à mon projet qui, lui, va rester 100% moi aussi, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise méthode ou une mauvaise façon de le faire. Quand tu vois les gens comme un moyen, tu sais, d'obtenir quelque chose, moi, je trouve ça fucked up. Je suis comme non.
Ouais, je comprends Je ce que ça veut suis dire. pas down avec ça parce que j'aimerais pas ça qu'on me le fasse. C'est vrai, Ouais, pourquoi ouais. je le ferais à quelqu'un? Je comprends. C'est ça. Cool. Ben écoute, merci beaucoup. Yo, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Pareillement. Là, je vais mettre fin à l'épisode, mais si la prochaine fois que si tu sors un album, puis que ça te tente qu'on décortique, Avec tu joie. vas être tellement le bienvenu parce que c'est vraiment un plaisir de Tu me contactes, discuter ça? avec toi puis de t'écouter parler aussi. On jammera, man. Ouais. Je vais écouter tes affaires.